Aimables auditeurs et auditrices de Radio Djena, bienvenue dans l'heure du droit, l'émission qui décrypte le droit et l'actualité juridique. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est un sujet qui est d'actualité, qui a créé un tollé dans l'univers médiatique. Il s'agit du harcèlement en milieu professionnel et plus précisément du harcèlement sexuel. Le sujet est abordé en ce jour avec deux jeunes dames expertes que vous aurez l'occasion de découvrir. Alors, c'est Michak Nyaro au micro. Merci de nous rejoindre pour 40 minutes d'écoute, d'apprentissage sur le droit. Alors, sur ma droite ou ma gauche, je commence avec ma droite. Allez-y. Bonjour à tous, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas de là où vous nous recevrez. C'est Madame Sonia Mitikwe, je suis juriste et très ravie d'être aujourd'hui là dans l'heure du droit. Oui, un plaisir de vous recevoir. Alors sur ma gauche, elle est gestionnaire des ressources humaines. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux auditeurs. Je suis Farida Choualabani, gestionnaire des ressources humaines de profession. Je suis très ravie d'être là et surtout d'aborder cette thématique qui est assez importante. Oui, très importante. La raison pour laquelle nous recevons justement deux femmes pour nous donner leur avis et leur expertise sur le sujet. Puisqu'on parle de harcèlement sexuel, qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? Madame Farida. Merci beaucoup. Le harcèlement sexuel, en tout cas, nous retrouvons plusieurs définitions, mais pour aller terre à terre, je dirais que c'est un ensemble de comportements, d'agissements, d'actes commis par une personne dans l'intention de pouvoir obtenir des faveurs sexuelles vis-à-vis d'une autre qui généralement n'est pas consentante. Donc ça peut être des agissements, ça peut être en tout cas des actes qui sont posés. Ça dépend, ça peut prendre plusieurs formes. Mais l'objectif, c'est de pouvoir obtenir des faveurs sexuelles d'une personne qui généralement n'est pas consentante. Alors, que nous dit le droit ? Quelle définition le droit nous donne du harcèlement sexuel ? Alors, le harcèlement sexuel, on le retrouve essentiellement dans 3 textes juridiques. D'abord, le Code du travail qui ne donne pas clairement une définition, mais qui donne juste un ensemble, un état général de ce que c'est que le harcèlement sexuel. Mais il y a le Code pénal togolais et un arrêté ministériel de 2024 du ministre de la fonction publique qui définit clairement le harcèlement sexuel, qui est, comme Madame Farida l'a dit, c'est un acte venant d'une personne agissant contre une autre personne afin de soutirer ou d'obtenir un service. Donc, si je lis ce que la loi dit, c'est le fait pour une personne d'user d'ordre, de menaces, de contraintes, de paroles ou de gestes, d'écrire de tout autre moyen dans le but d'obtenir de l'autre personne contre son gré, qui est très important parce que la personne sur laquelle le harcèlement est exercé est une personne qui n'est pas consentante. Donc voilà en gros ce que les textes juridiques disent sur le harcèlement sexuel. Très bien. Alors, de ce qui ressort des constatations qu'on a dans la pratique, c'est que c'est généralement les femmes les femmes les plus jeunes qui sont victimes de ce fléau. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ? Est-ce qu'il y a une cause précise à ce genre de cible ? Okay. Oui, Farida. Bon, effectivement, c'est généralement les femmes les plus jeunes. Je dirais en milieu professionnel pour plusieurs raisons. Nous avons dans un premier temps le fait qu'elles soient jeunes. Ça voudrait dire qu'elles sont en début de carrière. Elles se retrouvent à être beaucoup plus entre griffes attirantes, beaucoup plus, comment je vais dire, les auteurs du harcèlement sont attirés justement par ces jeunes filles-là qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont en début de carrière, qui sont prêtes pratiquement à tout pour pouvoir évoluer, avoir un bon avenir professionnel. Donc, elles sont entre griffes dans une position en fait de vulnérabilité, contrairement à des femmes qui sont plus âgées, qui sont plus assises professionnellement et aussi financièrement parlant. L'autre cause également, c'est aussi les normes, les stéréotypes de genre aujourd'hui qui mettent un peu la femme toujours en infériorité vis-à-vis de l'homme. Il faut obéir aux ordres de l'homme, ce n'est pas bien de désobéir à tel, quelles conséquences, comment est-ce qu'on va être vu, etc. Et quand on est jeune, on cherche encore à se définir. Donc, ça fait qu'on n'est pas encore arrivé à une certaine maturité, une sagesse pour pouvoir répondre, refuser en étant sûr de pouvoir assumer les conséquences. C'est ça qui fait que généralement, ce sont les jeunes,
les jeunes dames qui sont beaucoup plus exposées à ces phénomènes-là. Très bien. Alors, nous allons nous attarder un peu sur la seconde cause que vous avez donnée. Vous avez parlé des normes. Est-ce que quelque part, on ne se perd pas un peu? On n'est pas en train de transplanter ce qu'on reçoit comme éducation à la maison dans le milieu du travail? Bon, moi, je dirais pas que c'est une question d'éducation, hein, parce que une personne éduquée, ou bien dans nos cultures togolaises, on est dans le contexte du Togo, vous n'êtes pas sans savoir que les personnes sont éduquées sur des normes assez morales qui respectent un certain nombre de principes. Donc, une personne normalement éduquée dans un contexte togolais, à mon humble avis, ne devait pas poser un acte de harcèlement sexuel envers une autre personne. Alors, peut-être qu'il faut penser avec des nuances parce que les familles diffèrent d'une à une autre. On ne sait pas réellement l'éducation que la personne a, mais on ne peut pas se cacher derrière les stéréotypes pour justifier en quelque sorte le harcèlement sexuel. Même si dans le cadre familial ou bien dans le cadre direct dans lequel la personne a évolué, il a été soumis à ces genres de comportements ou bien il a vu des gens faire, ce n'est pas quelque chose qui peut le dédouaner dans son comportement qu'il fait. Les normes sociales, les construits sociaux sont pour moi, à mon humble avis, des causes sous-jacentes au harcèlement sexuel. C'est ça même qui perpétue le harcèlement sexuel, parce qu'on se dit que la femme doit respecter l'homme, la femme doit faire ci, la femme doit faire ça, l'homme doit faire ça. Ça me pousse même à dire que des fois, on a tendance à normaliser ces comportements de harcèlement sexuel là. Parce qu'on se dit que, oh, c'est une blague qu'il fait, oh, c'est juste comme ça, oh, c'est... Non. Le harcèlement, c'est le harcèlement. On ne doit pas normaliser ou on ne doit pas se cacher derrière des construits sociaux ou des normes sociales pour dire que le harcèlement peut être justifié. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on va plus se pencher sur la question de la vulnérabilité, de l'exploitation. Oui, en quelque sorte, on peut dire. Les femmes sont vulnérables. C'est vrai que les hommes aussi, dans certains cas, subissent le harcèlement sexuel, mais dans la majorité des cas, c'est les femmes. Et comme Madame Farida l'a dit, c'est beaucoup de causes comme la vulnérabilité, la précarité, la recherche de l'emploi, etc., qui font, surtout que quand on est en début de carrière, on est prêt, entre griffes, à tout donner pour pouvoir évoluer dans la carrière. Donc, voilà, c'est des vulnérabilités auxquelles les femmes sont soumises. D'accord. Alors, comment est-ce que ça se passe? Quand on parle de harcèlement sexuel, est-ce que vous avez parlé du fait d'insister? Est-ce que ce sont les patrons qui courent au bureau derrière les employés? Ce sont des messages? Ce sont des petites tapes sur les fesses, sur des parties du corps? Comment ça se passe? Puisque vous êtes gestionnaire des ressources humaines, vous en savez quelque chose. En tout cas, j'entends beaucoup parler de ça. Et généralement, ce qu'on reçoit comme témoignage, c'est effectivement des messages par-ci et par-là. C'est effectivement des compliments assez répétés, entre griffes. Ah, tu es bien habillé. Demain, la robe là, te fait un joli cul, entre griffes. Ouais. Ce sont ce genre d'expressions-là qui rendent quand même mal à l'aise les jeunes dames. Donc, comme on l'a dit, il y a les messages. Il y a le fait de pouvoir solliciter à chaque fois une personne. Tu peux te dire que mon patron m'aime bien, mais au final, tu te rends compte qu'en réalité, c'est parce qu'il y a une autre intention derrière. Des invitations à aller déjeuner, à aller dîner, que tu peux refuser, mais qui reviennent avec insistance. À un moment donné, la jeune dame peut se poser la question, est-ce que mon travail ne serait pas en danger si je refuse un peu trop ces petites avances-là de mon responsable? Mais quoi qu'on dise, à partir du moment où ça rend mal à l'aise la personne, c'est que nous sommes en train de rentrer dans du harcèlement. Certains posent souvent la question, quelle est la limite? La limite, quelle justement. Est la limite? Mais à partir du moment où la personne est mal à l'aise et qu'elle l'a exprimé, l'auteur doit savoir que je suis en train de franchir une certaine limite et il faudrait que je puisse rétracter. Alors, Madame Mitipé, la limite, c'est à partir du moment où la personne se sent mal à l'aise. Mais il ressort des propos des hommes que généralement les femmes n'expriment pas ce qu'elles ressentent, ce qui fait que les actes et les propos continuent. Bon, en tout cas, c'est ce que les hommes disent. Mais en tant que femme, moi je dirais que c'est vrai que la femme ne dit pas clairement tout de suite ce qu'elle a dit, mais il y a des comportements que la femme pose, il y a des gestes que la femme fait qui peut susciter chez l'homme ou bien faire un tic dans la tête de l'homme pour dire que
là où je vais sur un terrain glissant, il faudrait bien que je retourne. On ne peut pas dire que la femme n'exprime pas ses sentiments, mais ce qu'elle veut pour justifier le harcèlement sexuel. C'est une fausse idée. D'accord, je me permets de m'attarder un peu sur le sujet. Est-ce que finalement les hommes et les femmes ont le même langage parce qu'on semble ne pas se comprendre et les signes pour exprimer le dégoût ne sont pas compris par les auteurs? Bon, moi, je ne suis pas experte en message ou en langage corporel, oui. Mais c'est vrai que les femmes et les hommes ne veulent pas la même chose et ne le disent pas de la même manière. Mais maintenant, quitte à savoir si la femme a des choses spéciales, bien des messages spéciaux qu'elle dit au travers de ses émotions, et que l'homme, là, je pense qu'on demanderait bien à une personne qui a étudié les comportements des hommes et des femmes. Mais sinon, sur le coup, une femme qui se voit harcelée et qui pose des actes ou bien qui dit à son patron, non, je me sens pas à l'aise, je veux faire ci, il faudrait que la personne sache en même temps que la femme n'est pas à l'aise et qu'il faut arrêter. Alors, Farida, tu as un mot à ajouter? Je pense que je rejoins clairement son avis. C'est assez compliqué de pouvoir identifier très clairement. Mais quoi qu'on dise, lorsqu'on observe le comportement d'une personne qui est consentante aussi, ça se voit. Et d'une personne aussi qui ne l'est pas, à travers certains signes, on peut pouvoir l'observer. Mais parce qu'on va laisser cette question-là aux spécialistes pour pouvoir mieux l'éclaircir. Oui. Alors, lorsque les femmes sont mal à l'aise et lorsque les femmes sont tout d'abord mal à l'aise par rapport aux actes, aux propos, aux messages qu'elles reçoivent, il y en a qui parfois décident de subir, d'autres carrément de démissionner, mais très rarement de dénoncer. Oui. Comment est-ce que ça s'explique, Farida? Ok, moi je dirais que ça aussi c'est pour plusieurs raisons. Nous avons déjà vu dans des entreprises où lorsqu'elle a dénoncé, elle a été licenciée. En fait, surtout ça dépend aussi de l'auteur. Un patron d'entreprise qui pose cet acte-là, entre guillemets, c'est son entreprise, quoi. Et tu es venu chercher du boulot. Donc, si tu n'es pas OK avec ça, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas pour ne pas faire de scène. Parce que quoi qu'on dise, il y aura quelquefois des répercussions. Les femmes ont peur des répercussions sur leur carrière. Peut-être, supposons tu as 2 ans, 3 ans d'expérience, tu es en train d'évoluer, une histoire comme ça, médiatique, pénale, sur ton dos, disant que tu as entraîné telle personne à la justice pour harcèlement. Tu as peur de l'impact que ça peut avoir sur ta carrière. Donc, tu préfères tout simplement t'éloigner, démissionner, partir en espérant que là où tu vas aller, tu pourras être dans un environnement assez sécurisé, protégé pour que tu puisses évoluer. L'autre raison aussi, c'est que est-ce que les personnes, les victimes, sont protégées en entreprise? Généralement, ce qu'on observe, c'est qu'après avoir dénoncé, soit tu es licencié, soit tu es mis au placard, soit en fait il y a certaines répercussions qui ne disent pas leur nom, mais qui vont commencer par quelque part te pousser gentiment à la porte de l'entreprise. L'autre chose aussi, c'est le regard des autres. Les autres qui ont été consentants, les autres qui ne sont pas d'accord, les autres qui se disent que non, tu es en train d'accuser l'autre à tort. Comment est-ce que tu es vu au sein de l'entreprise? Ça aussi, c'est l'une des causes. Et l'autre chose, c'est que je dirais, en tout cas, l'une des dernières causes aussi, c'est que les auteurs, généralement, ne sont pas vraiment punis jusqu'au bout. C'est l'impunité. L'impunité, peut-être c'est une petite sanction, un petit début, la personne passe encore à autre chose, ou alors la personne même continue après. Donc, ce sont généralement ce genre de raisons-là qui font en fait que c'est assez compliqué pour les filles, pour les jeunes femmes qui sont victimes de cet acte de pouvoir aller au front. Mais elles préfèrent plutôt se replier, passer à autre chose en espérant qu'ailleurs, elle pourra être beaucoup plus en sécurité pour travailler. Ça, c'est ce que moi, je peux dire par rapport à ce point. Oui. Alors, Sonia, est-ce que c'est toujours la position hiérarchique de l'auteur de l'abus, du harcèlement sexuel, qui fait que les victimes n'arrivent pas à dénoncer? Non, je dirais pas ça. Je pense qu'elle a brossé assez de raisons, hein. Mais peut-être pour ajouter, j'avais évoqué tout à l'heure l'arrêté ministériel de 2024. Cet arrêté-là est venu en quelque sorte apporter une ambiguïté au harcèlement sexuel, parce que il y a un article qui dit que une victime qui dénonce ou bien qui fait une déclaration abusive, genre elle a subi le harcèlement, mais elle ne sait pas comment expliquer ce qu'elle a subi, et on se rend compte que cet harcèlement, cette dénonciation devient abusive, ça va lui coûter 3 mois de salaire. Donc, c'est déjà une restriction de la personne. C'est un frein. Voilà, si moi je subis un harcèlement et que
en cas de harcèlement, on est très vite pris pour quelqu'un qui veut apporter du discrédit ou bien quelqu'un qui veut apporter du trouble. Donc, tout de suite, quand tu dis que tu es harcelé, personne ne te croit. Ça, c'est la règle. Mais maintenant, sur cet arrêté-là qui vient encore mettre cette ambiguïté, ça fait que les gens préfèrent se taire plutôt que d'aller dénoncer quoi que ce soit. Peut-être pour donner un exemple, quand j'avais commencé à travailler, moi, j'ai subi du harcèlement directement. Et comme tout le monde, Vous avez signalé? Non. J'ai opté pour le silence. Pas parce que j'avais peur de signaler, mais d'abord parce que mon contrat avec la personne arrivait déjà à la fin. Bon, je me suis dit, autant partir et ne pas causer de problème. Donc, je suis partie tranquillement. Donc, en fait, on peut dire que le silence devient un moyen de protection pour la victime qui subit le harcèlement sexuel. Donc, en règle générale, on peut faire le silence. Et surtout, la famille aussi, il y a des pressions familiales. Oh, qu'est-ce que tu vas aller dire? Que tu as subi quoi? Que tu as fait ci? La pression venant de la famille de la victime? Oui. La pression venant de la famille de la victime. Parce qu'on se dit, il y aura du regard qui va être porté sur notre famille. Il y a aussi les poursuites judiciaires. Souvent, c'est long. C'est des processus très longs et coûteux. Et les personnes se désistent pour dire, bon, je ne vais pas autant faire pour ceci. Donc, il y a plein de raisons qui justifient ces genres d'actes. Et c'est l'impunité, comme elle a dit. Ces raisons-là poussent ou bien entraînent l'impunité généralement, ce qui fait que le harcèlement demeure toujours dans nos entreprises et dans nos fonctions publiques. Voilà. Et ça devient une pratique normalisée. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur les instruments dont vous avez parlé à l'entame de l'émission. Vous avez cité les lois, les arrêtés qui punissent le harcèlement sexuel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les femmes qui sont dans le domaine du travail sont au courant de l'existence de ces lois-là en leur faveur? Je dirais pas non, je dirais pas oui. Parce qu'on dit en droit que nous est censé ignorer la loi. Donc, normalement, tout le monde devrait connaître ces lois et arrêter là. Maintenant, est-ce qu'en amont, il y a une vulgarisation de ces tests qui est fait? Est-ce que dans les entreprises, il y a un programme ou bien des lois ou je sais pas comment des guides, voilà, pour dire qu'il y a ci, il y a ça, si vous subissez, si vous pouvez faire ça, il y a des... Donc, je dirais pas que les gens ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître, mais il faut que derrière ces lois-là également, il y ait la sensibilisation. Il faut que les gens dans l'entreprise ou bien dans le cadre de leur travail puissent mettre en place des mécanismes qui facilitent aux personnes qui subissent le harcèlement de pouvoir les dénoncer. Donc, la loi, oui, mais il faut qu'on fasse de la sensibilisation pour que les gens connaissent la loi, connaissent les arrêtés. Moi, franchement, l'arrêté ministériel, je ne le connaissais pas. C'est ce matin que j'ai vu qu'il y avait un arrêté. Voilà, c'est ce matin que j'ai vu qu'il y avait un arrêté ministériel. Je savais qu'il y avait le code du travail, le code pénal qui punissait, mais je ne savais pas qu'il y avait cette loi, cet arrêté de 2024, qui d'ailleurs a félicité parce que cet arrêté-là exige des employeurs de pouvoir mettre en place des mécanismes d'information, de sensibilisation à l'endroit de leurs employés pour éviter ces genres de désagréments. Voilà. Très bien. Alors, dans les entreprises, comment est-ce qu'on s'arrange pour vulgariser les dispositions qui sont prises en faveur soit des employeurs ou en faveur des employés? Sur la question du harcèlement sexuel? De manière générale. De manière générale, oui. Aujourd'hui, généralement, pour parler justement des dispositions, tout ce qui est pratique et mesures mises en place par l'État, nous avons déjà les règlements intérieurs qui sont généralement des documents assez complets qui abordent assez le sujet sur la vie en entreprise, les responsabilités, les obligations des employés, les responsabilités également de l'employeur, et sur tout ce qui est protection, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est environnement, et même les questions du harcèlement aujourd'hui qui sont obligatoirement intégrés dans les règlements intérieurs. Et ce sont des documents qui sont diffusés, même signés, il y a obligation même que ça soit signé même par chaque collaborateur pour s'assurer que chaque salarié a lu, connaît ses obligations vis-à-vis de l'entreprise, connaît les obligations de l'entreprise également vis-à-vis d'elle. Donc généralement c'est le document qui retrace un peu toutes ces mesures-là qui permettent d'encadrer la vie au sein de l'entreprise.
Oui. Alors, en ce qui concerne particulièrement l'arrêté sur le harcèlement sexuel, est-ce qu'à votre niveau, il y a eu un travail de fond avec les employés pour leur expliquer les alinéas et le sens, la compréhension de cet arrêté? Pas du tout. Je dirais que moi-même, je viens de découvrir le Ah contenu oui. de cet arrêté. Je sais que c'est une arrêté qui existe, mais le contenu de façon concrète, de fond en comble, non. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, dans le Code du travail, la question du harcèlement est abordée. Dans les règlements intérieurs, comme nous allons au niveau de l'inspection du travail, ils reviennent sur ce point. Il faudrait qu'il y ait des lignes qui parlent du harcèlement sexuel en entreprise et il faut sensibiliser là-dessus. Les sensibilisations, en tout cas, dans les entreprises font l'effort. Font l'effort de faire sensibilisation. On ne va pas dire que c'est parfait. Il y a des entreprises dans lesquelles ça n'existe pas encore. Mais pour les plus aguerris et les plus avertis, il y a un effort qui est fait pour que les salariés, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, puissent avoir l'information nécessaire sur le harcèlement. On peut aller même plus loin. Dans certaines boîtes, il y a les politiques et en termes même de lutte contre le harcèlement qui sont rédigées et mises en place, qui sont affichées même à l'entrée de l'entreprise, histoire de pouvoir dissuader, mais aussi de pouvoir protéger les potentielles victimes. Alors, est-ce que après tout ce qui est mis en œuvre comme dispositif, les femmes et les hommes victimes de harcèlement arrivent quand même à dénoncer? Oh non, je pense qu'on a déjà parlé de ce point-là. Voilà. C'est pas aisé en fait de parler, de dire que je subis du harcèlement sexuel. D'abord, la victime elle-même, elle a honte de pouvoir dire qu'elle a subi le harcèlement sexuel. Surtout dans notre région Afrique, c'est compliqué pour les femmes ou bien les hommes qui subissent. Surtout quand on est un homme, c'est encore plus compliqué de dire qu'on a subi le harcèlement. Mais aujourd'hui, on subit le harcèlement sur tous les plans. Parce que, je vais peut-être dire quelque chose, mais aujourd'hui, la société évolue beaucoup. Il y a le genre qui évolue. On a des personnes transgenres, on a des personnes homosexuelles, on a des personnes lesbiennes. Donc, des fois, on subit le harcèlement même venant d'une femme. Parce que la femme, elle est lesbienne. Mais nous, on ne sait pas qu'elle est lesbienne, mais elle nous fait des avances, elle nous fait des cadeaux, elle nous fait ci. C'est chaud. Oui, il y en a. Moi, j'ai déjà subi ça. Et je connais des hommes qui ont subi le harcèlement d'autres hommes. Parce qu'ils pensent qu'ils sont de la même catégorie qu'eux. Donc, le monde devient excusez-moi le terme, un grand fou. Tout le monde pense que, bon, je peux. Alors, il faut savoir, en fait, en tant que personne, en tant que femme ou homme, dire non. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir dire non, je ne veux pas, et de pouvoir dénoncer. Et aussi, la justice et les officiers de police judiciaire doivent pouvoir accompagner les victimes qui dénoncent ces genres d'actes-là. Et l'entreprise aussi doit pouvoir accompagner les personnes. On ne doit pas victimiser encore plus la personne parce qu'elle a subi du harcèlement. Donc, il faut dire non, dénoncer pour que l'impunité s'arrête. Voilà. Oui. Alors, je me permets toujours de rester sur le sujet. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que dans l'imaginaire, dans l'inconscient général, le harcèlement est assimilé à la drague? Peut-être c'est là où il faut savoir la limite entre la drague et le harcèlement. Voilà, oui. Comme tout à l'heure, elle a parlé de cadeaux. Quelqu'un peut t'offrir des cadeaux, tiens, c'est pour toi, mais un cadeau que j'accepte aujourd'hui, demain je dis bon merci, c'était pas nécessaire. Quelque part, je suis consciente de t'envoyer un message te disant que tes cadeaux là, c'est suffisant. Mais quand tu persistes, à un moment donné, tu commences par me harceler. Oui. Et ça se transforme automatiquement en harcèlement, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos qu'à un moment donné, lorsque la victime, on sent que la personne est mal à l'aise avec ça, qu'elle l'ait exprimé littéralement en disant non ou pas, ou à travers des gestes, il faudrait qu'on sache qu'on est en train de dépasser une certaine limite. Même des compliments, tout bête. Ah, vous êtes bien habillé aujourd'hui, demain vous êtes bien habillé, après vous êtes bien habillé, après demain, à un moment donné, franchement. Et si vous êtes tout le temps bien habillé? Ah oui, mais bon. Ça dépend de la manière dont aussi on le dit. Et comme on le dit, nous sommes des femmes, mais on arrive aussi à identifier à travers le regard, à travers les gestes, à travers certaines choses. C'est-à-dire que cette personne-là veut quelque chose de moi. Maintenant, consciemment, tu commences par poser des limites.
Tu me poses des limites. Moi, ça m'est arrivé où le patron, à chaque petite minute, venez me voir dans mon bureau. Chaque 5 minutes, venez me voir dans mon bureau. À un moment donné, et quand tu vas, il n'y a rien de spécial. De concret. Vous tournez. À un moment donné, franchement, tu te sens quand même, tu sens que la personne veut quelque chose de toi. Mais la personne se demande, est-ce qu'elle peut aller directement ou est-ce qu'elle tourne autour pour que tu comprennes. On a maintenant des expressions qui disent, mais quand même, vous n'êtes pas un enfant. Depuis là, vous avez déjà dû comprendre quelles sont mes intentions. Ça veut dire que la personne ne l'a pas dit. Mais la personne te l'a montré à travers certains actes. Et elle s'attend à ce que tu puisses comprendre et que tu puisses donner tout simplement une réponse. Donc aujourd'hui, c'est assez mitigé. La limite est exacte, mais à partir du moment où l'autre est mal à l'aise, ça commence par entrer dans du harcèlement. Alors, de principe, la situation ne devrait pas exister puisque dans le milieu du travail, les relations extra-professionnelles, entre professionnels, est interdite. Et pourquoi? Non, est-ce que c'est interdit? C'est pas partout que c'est interdit. C'est pas partout. Il y a certaines entreprises. On dit souvent que le mouton mange il est taché. Oui. Donc, c'est ça. En tout cas, la loi ne l'a pas interdite. Mais la loi ne l'a pas interdit. Maintenant, en fonction des entreprises, en fonction du contexte, il y a des entreprises qui disent, généralement, si vous êtes en couple, il faudrait qu'une personne puisse démissionner. Et surtout quand il y a un lien hiérarchique entre vous, quand peut-être la personne au-dessus doit valider des documents, on se dit que ça peut rapidement entrer dans de l'abus de pouvoir, ça peut rapidement entraîner des conséquences sur la relation de travail. Mais franchement, ce n'est pas interdit par la loi. Chaque employeur est libre de le définir dans son règlement intérieur, si oui ou pas. Alors, au moment où, à partir du moment où c'est interdit et qu'on sait que dans le milieu du travail, il est demandé aux collaborateurs d'avoir une attitude professionnelle, de quelle manière vous vous assurez que les gens le respectent? Ok, généralement, une fois encore, c'est notifié dans le règlement intérieur ou alors dans d'autres documents, en tout cas au sein de l'entreprise qui en parle, avec les sanctions qui accompagnent. Si jamais vous commettez tel acte, voilà, vous pouvez subir telle représailles. Généralement, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à le suivre. Sensibiliser, vulgariser le document et permettre à tout le monde d'avoir l'information par rapport à ça. C'est ça. Oui, parce que je me permets de reprendre la question. Oui. C'est-à-dire qu'on demande aux professionnels, autant pour moi aux collaborateurs d'être professionnels, et peut-être qu'il arrive par moment lors des travaux de groupe qu'une personne lance des compliments ou que deux personnes de sexe opposé soient emmenées à déjeuner régulièrement et que dans la politique de l'entreprise, les relations sont interdites. Est-ce que les gestionnaires des ressources humaines sont parfois emmenés à réagir, à intervenir? C'est pas parfois. Généralement, ce sont les premiers interlocuteurs. Généralement, pour dénoncer le harcèlement, c'est souvent vers les RH. Voilà ce qu'on subit. Et les RH agissent avec quoi? Avec le document qui a été établi par l'entreprise, qui est vulgarisé, dont tout le monde a connaissance, qui est généralement le règlement intérieur. Donc, à partir du moment où l'employeur représenté par le RH a l'information, il doit forcément agir vis-à-vis de ça. Maintenant, ça dépend aussi de la gravité. Même dans le code pénal, le harcèlement, ça dépend de la gravité. Donc, en fonction de ce qui a été perpétré comme harcèlement, il y a la sanction disciplinaire qui accompagne. Mais l'employeur ne doit en aucun cas faire comme si il n'a pas eu l'information, bien faire fi d'une situation liée au harcèlement. Qu'elle soit minime ou qu'elle soit assez importante. Alors, quelle doit être la responsabilité de l'employeur lorsqu'il est mis au courant d'une situation de harcèlement dans son entreprise? Alors, en ce qui concerne la responsabilité, il y a 3 niveaux de responsabilité. Il y a d'abord la responsabilité administrative, c'est-à-dire administrativement, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter ces genres d'actions? Est-ce que l'information est passée? Est-ce que tous les employés sont au courant qu'on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça? Donc, la responsabilité de l'employeur peut être engagée sur ce plan. Ça peut être aussi engagé sur le plan pénal. Sur le plan pénal, c'est au niveau où, dans ce cas, c'est lorsque c'est l'employeur lui-même qui commet l'acte de harcèlement sur son employé. Ça veut dire que l'employeur qui emploie les gens peut être amené à être traduit devant les tribunaux si c'est lui-même qui commet directement, qui est l'auteur de l'acte d'harcèlement sexuel.
Mais si ce n'est pas lui qui est l'auteur dans les autres cas, ce sera juste la responsabilité administrative ou des fois la responsabilité civile, c'est-à-dire qu'il peut être condamné à payer des dommages et intérêts à la victime qui a subi. Et dans la responsabilité administrative, c'est là généralement où les RH interviennent. C'est notamment peut-être des sanctions comme le blâme, le mise à pied, ces genres de choses qui peuvent intervenir. Même jusqu'au licenciement. Voilà. Selon la gravité. Selon la gravité. Alors, il y a la situation où c'est l'employeur qui est l'auteur. Et maintenant, quand c'est le RH même qui est auteur de harcèlement, c'est géré comment? Généralement, pour dénoncer les cas de harcèlement, vous pouvez vous rendre au niveau du service RH ou alors vers vos supérieurs hiérarchiques ou alors vers le directeur même de l'entreprise ou si vous voulez aller vers une personne neutre, tout simplement à l'inspection du travail. Ce sont les interlocuteurs les plus neutres en matière de relations de travail. Ils écoutent, ils orientent et ils vous accompagnent, ils vous disent ce que vous devez faire dans chaque situation. Alors, lorsqu'on est poursuivi sur le plan pénal, quels sont les risques qu'on encourt en tant qu'auteur? En tant qu'auteur d'acte, c'est le code pénal qui a défini la peine. Je pense que c'est de 1 an à 3 ans. Toute personne, hormis même le cadre professionnel, toute personne qui commet un acte mais qui est auteur de harcèlement sur une autre personne peut encourir jusqu'à 1 an, voire 3 ans de prison ferme et de payer une amende de 2 millions à 3 millions. Maintenant, dans le cas où le harcèlement est commis sur une personne peut-être qui est vulnérable, genre supérieur, inférieur, hiérarchique, une personne qui a des infirmités, par exemple, un employé qui travaille chez vous, mais il a peut-être des infirmités, peut-être en situation de handicap, voilà. Si c'est dans ce genre de cas, la peine peut être portée au double. Ça veut dire de 3 ans à 5 ans d'emprisonnement. Et si c'est la récidive, la personne là qui abuse de ses fonctions, c'est-à-dire lui, il est le supérieur hiérarchique et abuse de ses fonctions également, la peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc voilà ce que le code pénal a prévu. Dans le code du travail, comme je l'ai dit, il n'y a pas une sanction qui est prévue, ni dans le nouvel arrêté ministériel, mais c'est le code pénal qui précise ces cas de sanctions-là. Alors, lorsque malheureusement le cas de harcèlement sexuel a été en griffe, appuyé d'une autre violence sexuelle comme le viol, quelles sont les sanctions prévues? La sanction, ça, c'est comment dire, on dit en droit des circonstances aggravantes. Genre, il y a le harcèlement et le viol qui est venu. Donc, on lui applique la peine et du harcèlement et la peine du viol dans ce cas-là. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à 5 ans, 10 ans de prison. Alors, est-ce que la victime a la possibilité de choisir le champ sur lequel elle poursuit son auteur? C'est à elle de décider si ça sera sur le plan pénal ou le plan civil. Le plan civil... Ce sont les dédommagements, réparations. Voilà. Maintenant, quand tu peux aller sur les deux terrains, et le civil et le pénal. Mais une chose est de savoir que quand tu te lances dans une action pénale, il n'y a plus de retrait. Parce que le pénal rentre dans le cadre national et c'est le procureur qui poursuit en ce moment. Donc, dès que la plainte est déposée dans le processus pénal, la victime, même si elle se retire, le procureur continue l'action contre la personne qui est auteur de l'acte. Donc, elle peut jouer sur les deux fronts, soit le civil, soit le pénal. Mais elle doit savoir que en agissant pénalement, même si elle refuse de continuer l'action, le procureur continue la poursuite parce qu'en droit, c'est le procureur qui a l'action de la poursuite. Alors, dans ce genre de situation, est-ce qu'il peut arriver qu'un employeur soit démis de ses fonctions dans sa propre entreprise? Ah, mais ma question vous fait rire? Non, la question, elle est très pertinente et j'ai réfléchi en même temps. Oui. Pourquoi je pose la question? Je vous l'explique. Il y a des employeurs qui sont des harceleurs en série. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a de nouveaux employés, on se rend compte que toutes les personnes qui passent ou même qui restent dans l'entreprise sont victimes de harcèlement. Et il y a des employeurs même qui n'emploient que des femmes. Ah oui? Oui, il y en a. D'un certain âge aussi. Voilà. Un peu plus de précision sur cette situation. Ah, mais il y en a qui n'emploient que des jeunes femmes. Et même quand tu arrives, tu sens subtilement que le critère pour te choisir, on te regarde. Ton apparence physique. Ton apparence physique, est-ce que ça peut aller?
Ça veut dire que forcément, il y a ces éléments-là. Maintenant, pour revenir à ta question, je dirais que ça peut se faire dans le cadre, si justement il y a une poursuite pénale. S'il y a une plainte qui a été déposée sur un patron d'entreprise et que ça a été avéré, il a été condamné, je pense que la loi va prendre justement un certain nombre de mesures pour qu'il ne puisse plus avoir jusqu'à même voir fermer son entreprise. Fermer son entreprise pour qu'il n'ait plus à commettre ce genre d'acte. D'accord. Maintenant, si c'est un employé, mais qui est quand même un cadre haut placé, là, je pense que ça peut être un peu plus simple. En fonction du degré, on peut juger si c'est une faute lourde, c'est une faute grave, si on peut le licencier. Ok, c'est bien. Alors, qu'en est-il de la victime? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour protéger la victime? Parce que généralement, lorsque les procédures sont enclenchées, les victimes font parfois l'objet d'intimidations, de menaces. Que prévoit la loi? Bon, je dirais pas tout de suite que prévoit la loi. Normalement, la loi dit qu'une personne qui dénonce ou bien un signe, comment dire? Bon, une personne qui dénonce ou bien une personne qui dit avoir subi des actes de harcèlement est protégée. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait, dans l'entreprise, normalement, il doit avoir un cadre, des dispositifs qui disent qu'une personne qui dénonce, une personne qui dit avoir vu un cas de harcèlement doit être suivie psychologiquement, doit pouvoir être protégée, doit pouvoir également ne pas subir le regard des autres. C'est pour ça qu'il est fait obligation aux entreprises de pouvoir permettre à ce que les dénonciations de cas de harcèlement se fassent dans l'anonymat ou qu'il y ait des box D'une certaine discrétion. Voilà, d'une certaine discrétion. Bien, la personne chargée de récupérer les plaintes doit pouvoir être une personne digne de confiance, ne pas divulguer les informations qu'il reçoit. Donc, tout ça, c'est des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir protéger la victime. Alors, si une personne va au commissariat ou va dans un commissariat pour dénoncer, la police a l'obligation de pouvoir protéger cette personne-là, parce que le fait de venir, même si c'est pas dans le cadre du harcèlement, dans toutes les dénonciations qu'on fait, on est apte ou bien on est sujet à des représailles ou bien à des menaces. Donc la loi a l'obligation de pouvoir protéger ces personnes-là, de pouvoir leur apporter un soutien, que ce soit psychologique, que ce soit l'accompagnement au niveau de la justice et de la sécurité. Des fois même, il peut arriver même que les personnes soient protégées ou bien on délègue des policiers ou bien des officiers de police devant la maison de la personne, mais la personne se fait accompagner dans ses actions par des officiers de police. Donc, il y a les mesures mises en place dans le cadre de l'entreprise et des mesures mises en place par le gouvernement ou la loi pour pouvoir protéger les victimes. Alors, on continue toujours avec vous. Est-ce qu'il pourrait arriver que les autres collaborateurs soient poursuivis pour complicité s'ils ont eu vent de la situation de harcèlement et n'ont pas dénoncé? Complicité, là, il va falloir prouver que les personnes dont vous dites qu'ils sont complices sont réellement complices. Parce que, comme on l'a dit, de pouvoir dénoncer le harcèlement sexuel, d'abord, c'est très, très compliqué sous nos yeux. Et des personnes qui ont vu et se sont tues. Et qu'une enquête a été faite. Parce que sans enquête, on ne peut jamais savoir que celui-ci était au courant, mais il n'a rien dit. Et à la fin d'une enquête, ou bien dans la poursuite d'une enquête, on se rend compte que celui-ci était au courant et même participait des fois. Lui, il peut être traduit ou bien il peut être traduit devant la justice comme complice ou co-auteur de harcèlement sexuel. Donc, des collaborateurs peuvent être sanctionnés, peuvent subir des sanctions pénales également pour avoir omis de dire qu'il y a eu harcèlement dans l'entreprise. Madame Alabani, est-il possible pour les victimes de poursuivre à la fois et l'auteur et l'entreprise pour les dommages subis? Je dirais oui, parce que la loi l'autorise pour porter une plainte, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale. La victime est totalement en droit de déposer la plainte. Donc je dirais tout simplement oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a possibilité, non je ne dirais pas possibilité, plutôt
Est-ce qu'on peut proposer d'autres mesures pour renforcer celles qui existent en matière de prévention de harcèlement sexuel? Je dirais beaucoup plus renforcer les mesures, parce que les mesures qui existent aussi sont assez bonnes et assez efficaces. Sensibiliser beaucoup plus sur les tests qui existent, sensibiliser en entreprise pour que les collaborateurs sachent que l'entreprise normalement est censée être un cadre assez sécuritaire et protecteur pour chaque collaborateur, pour chaque salarié. Comme j'ai dit, sensibiliser toujours, donner des informations, sanctionner à chaque fois que nous avons vent des situations de harcèlement. Parce que lorsqu'on ne sanctionne pas, malheureusement, on encourage ou on fait passer un message disant que bon, c'est pas grave, c'est une situation qui peut arriver, qui peut être gérée à l'amiable, non. Mais dès qu'on a vent, on a écho d'une situation de harcèlement, sanctionner pour pouvoir que ça puisse servir d'exemple à ceux qui auront cette intention ou bien voudront justement faire la même chose. Peut-être pour ajouter à ce qu'elle a dit, c'est mettre en place un mécanisme de suivi. Parce que dans les entreprises, c'est vrai que la loi leur fait obligation de pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir prévenir ces actes de harcèlement. Maintenant, après, quel suivi est fait pour savoir si les entreprises ont réellement mis en place ce mécanisme d'information? Quel suivi est fait pour savoir si dans telle entreprise réellement il y a des sensibilisations sur le fait que le harcèlement est puni et que dans l'entreprise on ne doit pas faire. Donc mettre en place un certain mécanisme de suivi, peut-être du ministère du tutelle qui délègue un département pour faire le suivi dans les entreprises pour dire qu'il y a eu respect de telle loi, il y a un manquement ici, donc il faut y remédier. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'elle a dit. C'est très important parce qu'on a déjà un arsenal de tests. On a des mécanismes, on a des dispositifs, mais c'est le suivi, à mon avis, qui manque et qui fait que l'impunité continue. S'il y avait des suivis et des redressements pour les entreprises qui ne mettent pas en place ces genres de dispositifs, je pense que l'impunité diminuerait en ce qui concerne les cas de violation ou d'actes d'harcèlement sexuel. Le suivi est très important, on le retient. Dites-nous, est-ce que vous connaîtriez des organisations qui aident ou qui accompagnent les personnes victimes de harcèlement en milieu professionnel? Oui, bon, je dirais il y a des organisations de protection des droits humains, de protection des droits des femmes. Il y a au niveau du ministère de la promotion de la femme, il y a un centre d'écoute également à ce niveau qui accompagne les victimes, que ce soit le harcèlement, les violences sexuelles, le viol, etc. Donc, il y a des centres d'écoute dans les ministères, notamment le ministère de la promotion de la femme. Il y a des organisations, que ce soit féminines ou de protection des droits des femmes ou des droits humains, qui également accompagnent. Je ne vais pas donner le nom d'une organisation ici, mais il y en a plein à Lomé et au Togo qui accompagnent. On doit aller à l'information. Il ne faut pas que je fasse la promotion. Bien, si vous le permettez, je peux dire. Il n'y a pas de souci. Oui, allez-y, puisqu'on est dans une logique de sensibilisation. OK. Donc, il y a des organisations de protection des droits des femmes comme le GF2D, le WILDAF Togo, le WILDAF Afrique de l'Ouest. Ces genres d'organisations accompagnent les femmes ou bien les victimes de violations de droits, que ce soit le harcèlement ou les violences sexuelles. Il y a Amnesty International. Il y a les organisations comme la Ligue togolaise des droits des hommes. Donc, il y a un certain nombre d'organisations qui le font. Et comme je l'ai dit, il y a également la cellule d'écoute du ministère de la promotion de la femme qui accompagne également les victimes. Merci pour ces éléments, ces informations très importantes. Alors, chers invités, il est 40 minutes dépassées de 4. Oui. Nous avons excédé le temps. Nous sommes appelés à mettre fin à cette émission, mais avant de nous dire au revoir, je voudrais votre mot de fin. Ok. Moi, ce que je voudrais dire en quelques mots à l'endroit justement de mes jeunes sœurs, parce que moi, je suis approchée quand même par plusieurs jeunes sœurs qui disent « Ah, madame, j'ai peur de ci, comment est-ce qu'on gère ?» Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas à cause du harcèlement qu'on va fuir le monde du travail. Pas du tout. Il faut s'armer. Il faut avoir assez d'informations, il faut se préparer. Et dès que, si jamais on est victime de ce genre d'acte-là, n'hésitons pas à en parler autour de nous, à en parler à des personnes qui pourront nous donner des conseils, qui pourront nous accompagner. Parce que, comme on le dit, la vie n'est pas un fleuve tranquille. C'est pareil également pour la carrière professionnelle. Il faut s'armer, avoir des informations,
savoir où aller, savoir comment agir compte tenu de telle situation. Surtout, ne baissons pas les bras. Le monde professionnel a besoin des femmes. Le harcèlement ne doit pas être une cause pour laquelle on va voir moins de femmes dans le monde du travail. Sonia? Je pense qu'elle a déjà tout dit, mais peut-être pour ajouter, c'est de pouvoir dénoncer. Dire que j'ai subi du harcèlement, ne pas avoir honte de dire que j'ai subi le harcèlement, et aussi dire aux entreprises et aux organisations de pouvoir mettre en place des dispositifs assez solides qui permettent aux personnes de jouir de leurs droits professionnels, et aussi aux femmes et aux hommes qui sont victimes de violences ou de harcèlement. Comme elle a dit, c'est pas à cause de ça qu'il faut arrêter le travail, quoi. Donc, aller à l'information, très important. Parce que comme je l'ai dit, moi aussi, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris à travers cette émission-là. Donc, s'informer sur la loi, les lois qui existent, et savoir quelle démarche faire quand on subit un acte de violence sexuelle ou de harcèlement. Alors, pour ma part, en guise de mot de fin, je dirais aux personnes qui nous suivent, plus précisément aux auditrices, que la dénonciation est l'une des clés pour mettre fin au harcèlement sexuel. Dénoncez, adressez-vous aux gestionnaires des ressources humaines de votre entreprise, faites des démarches parce que le harcèlement peut poser un problème pour votre santé mentale. Vous avez besoin de votre bien-être mental, physique pour pouvoir travailler. Et n'oubliez pas, je reprends les mots de Farida, le monde professionnel a besoin des femmes. Les femmes sont dotées de compétences et de potentialités. Ensemble, luttons contre le harcèlement en milieu professionnel. Sur ces mots, je vous dis au revoir. Passez une bonne suite de journée et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission L'heure du droit. C'était Micha Knyaro au micro. Au revoir.